Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie ne commencerait vraiment que le jour où vous cesseriez de mentir au monde entier? En cette année 2026, où chaque seconde de notre existence est filmée, partagée et likée par des milliers d'inconnus, imaginez un instant posséder un secret si lourd qu'il a fallu 70 ans de silence absolu pour le protéger. Est-ce que la vérité libère vraiment? Ou est-ce qu'elle ne fait que détruire les fondations sur lesquelles nous avons bâti notre confort le plus précieux? C'est une question que nous évitons tous. Mais pour Éléonore, elle était devenue le battement de son cœur, une cadence sourde qui l'accompagnait depuis des décennies dans l'ombre des grands boulevards parisiens. Dans le quartier du Marais, là où les pavés semblent encore murmurer les intrigues du passé et où chaque façade de pierre raconte une gloire oubliée, vivait cette femme hors du temps. À 78 ans, Éléonore habitait un appartement qui ressemblait à un sanctuaire de soie et de poussière d'or. Elle était l'élégance faite femme, une silhouette de lin blanc traversant la cour intérieure avec une grâce qui semblait intimider le temps lui-même. Elle ne parlait à personne, non par mépris, mais par une nécessité viscérale de rester invisible. Son regard, d'un bleu délavé comme une vieille photographie que l'on aurait trop exposée au soleil, semblait toujours fixer un point invisible à l'horizon, quelque part entre 1954 et aujourd'hui. Dans ce Paris ultra connecté de 2026, elle était une anomalie, un fantôme gracieux dans une ville qui ne s'arrête jamais de crier. De l'autre côté du palier, il y avait Théo, 24 ans, des mains perpétuellement tachées de peinture et l'énergie brute, presque sauvage, de ceux qui cherchent encore leur place dans un monde saturé d'écrans et de faux-semblants. Théo était un artiste de rue, un graffeur qui voyait dans les murs de Paris des toiles prêtes à hurler des vérités sociales. Pour lui, Éléonore n'était qu'une ombre aristocratique, une relique d'un Paris qui n'existait plus, une voisine dont on devinait la présence par le léger parfum de lavande séchée qui s'échappait de sa porte. Il vivait dans le bruit. Elle vivait dans le silence. Il vivait pour l'instant, elle vivait pour le souvenir. Leur monde était deux planètes destinées à ne jamais se croiser, séparées par un simple couloir de parquet ciré. Mais un soir d'orage, alors que l'odeur de la pluie sur le zinc brûlant des toits emplissait l'air parisien d'une électricité particulière, tout bascula. Le tonnerre grondait sur la capitale, faisant vibrer les vieilles fenêtres à crémone. Soudain, un craquement sourd, suivi d'un cri étouffé, retentit dans l'appartement d'Éléonore. Théo, qui rangeait ses bombes de peinture après une session nocturne, n'hésita pas une seconde. Poussé par un instinct qu'il ne s'expliquait pas, il força la porte, craignant le pire pour la vieille dame. Ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas l'image d'un cambriolage ou d'une chute banale. Il trouva Éléonore au sol, non pas blessée, mais littéralement pétrifiée. Elle se tenait devant une trappe dissimulée sous un lourd tapis perçant qu'elle avait tenté de déplacer seule, dans un élan de force désespéré. Dans la pénombre de l'appartement, seulement éclairée par les éclairs qui déchiraient le ciel, la scène avait quelque chose de cinématographique. C'est à ce moment précis, entre l'humidité de l'orage et le souffle court de la vieille dame, que le destin de 2 générations bascula. Avant que nous ne découvrions ensemble ce que Théo a aperçu dans cette cachette, posez-vous cette question. Seriez-vous prêt à pardonner un mensonge s'il avait été commis par amour pur? Dites-le moi dans les commentaires, car votre avis sur la loyauté est essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Dans la cachette, pas de bijoux étincelants, pas de lingots d'or. Juste une boîte en fer blanc, rouillée par les années, contenant des liasses de lettres jamais postées et une série de croquis architecturaux d'un réalisme troublant. Théo, avec sa sensibilité d'artiste habitué à lire entre les lignes de la ville, comprit immédiatement que ces dessins n'étaient pas des œuvres d'art ordinaires. Ils représentèrent des plans détaillés, presque chirurgicaux, de tunnels sous la ville. Des passages oubliés menant à des archives que l'on croyait disparues à jamais pendant la reconstruction chaotique d'après-guerre. Éléonore, retrouvant peu à peu son souffle mais pas son calme, le supplia de partir, ses mains tremblantes, tentant de refermer la boîte. Mais Théo avait déjà vu un détail qui lui glaça le sang. Un nom écrit en bas d'un croquis, d'une écriture fine et nerveuse. C'était le nom de son propre arrière-grand-père. Un homme dont on ne parlait jamais dans sa famille, un nom banni des conversations, marqué du sceau de l'infamie pour une trahison supposée en 1955. Voici le premier choc de cette nuit-là.
Éléonore n'était pas simplement la propriétaire de ces documents. Elle était la gardienne d'une vérité qui allait, 70 ans plus tard, réhabiliter le nom de Théo, mais au prix d'un scandale qui ferait trembler les fondations des plus grandes familles politiques de France. Le lien entre la vieille dame et le jeune homme se tissa alors avec la force brutale du fer que l'on forge. Éléonore comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle s'assit dans son fauteuil de velours et, pour la première fois de sa vie, elle ouvrit son cœur. Elle raconta comment, à 18 ans, elle était tombée éperdument amoureuse de cet architecte visionnaire, le grand-père de Théo. Ils étaient jeunes, beaux, et ils croyaient pouvoir changer le monde. Ensemble, ils avaient découvert un détournement de fonds massif, une corruption tentaculaire destinée à la reconstruction de Paris. Pour faire taire l'architecte, les puissants de l'époque l'avaient accusé de vol et de trahison. Il avait disparu du jour au lendemain, laissant Éléonore seule, enceinte de secrets et gardienne des preuves de son innocence. Elle avait passé 70 ans à se terrer dans cet appartement du Marais, craignant chaque jour que les descendants des coupables, qui occupaient toujours des postes de pouvoir immenses en 2026, ne s'en prennent à elle si la vérité éclatait. Son élégance était son armure, son silence était sa prison. Théo écoutait, fasciné et bouleversé. Il voyait devant lui non pas une voisine âgée, mais une résistante de l'ombre qui avait sacrifié sa propre vie pour protéger une mémoire. Pensez-vous qu'un secret vieux de 7 décennies possède encore le pouvoir de guérir une blessure familiale profonde? Théo regardait Éléonore, et pour la première fois de sa vie, il ressentit une mission qui dépassait ses propres graffitis sur les murs de la ville. Il ne voyait plus une vieille femme, mais une héroïne tragique. Il lui proposa alors un pacte insensé. Utiliser ses compétences de graffeur, sa maîtrise des réseaux sociaux et la technologie de 2026 pour révéler la vérité de manière anonyme et artistique. Il voulait transformer les murs de Paris en une galerie de justice historique, projetant la vérité là où personne ne pourrait l'ignorer. C'est ici que survient le second retournement de situation, celui que personne, pas même Théo, n'avait vu venir. En commençant à numériser les lettres pour les préparer, Théo découvrit une correspondance cachée à l'intérieur même des doublures de la boîte en fer. Les papiers étaient fins comme du papier à cigarette. En les lisant, il réalisa qu'Éléonore n'était pas seulement la petite amie de l'architecte. Elle était le cerveau. C'était elle qui avait conçu le plan de protection. Elle qui avait organisé la fuite des documents. Elle qui avait sacrifié sa propre identité pour que la vérité survive à travers les âges. Plus incroyable encore, Théo découvrit que l'appartement où il se trouvait n'avait jamais appartenu à Éléonore de manière légale. Elle l'occupait illégalement depuis 7 décennies, protégée par un réseau d'anciens agents et de résistants qui s'éteignaient les uns après les autres, la laissant de plus en plus vulnérable dans un monde de plus en plus surveillé. La tension monta d'un cran. Les héritiers des corrompus de 1950, aujourd'hui à la tête de conglomérats technologiques surpuissants, possédaient des algorithmes capables de détecter la moindre anomalie. Dès que Théo téléchargea les premiers fichiers sur un serveur sécurisé, une alerte s'alluma quelque part dans un bureau de verre et d'acier à la Défense. Le danger n'était plus un lointain souvenir poussiéreux, il devenait une menace immédiate, palpable, qui rôdait désormais dans l'escalier du vieil immeuble. Théo dut faire face à un choix déchirant, fuir avec Éléonore et abandonner le combat, ou affronter de face le monstre qu'ils venèrent de réveiller ensemble. Avez-vous déjà ressenti ce moment de bascule où votre propre sécurité ne compte plus face à la nécessité absolue d'être juste? C'est ce sentiment qui brûlait maintenant dans les veines du jeune homme, tandis qu'il regardait Éléonore, prête à tout pour que la lumière soit enfin faite. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment cette alliance entre la sagesse du passé et l'énergie du futur va tenter l'impossible dans les rues de Paris. Car ce qui a commencé par un craquement dans un appartement silencieux est sur le point de devenir une révolution que la France n'oubliera jamais. Le silence de l'appartement d'Éléonore, autrefois si paisible, était devenu oppressant, presque électrique. Dans la pénombre, les écrans de Théo jetaient des reflets bleutés sur les boiseries anciennes, créant un contraste violent entre deux époques qui n'auraient jamais dû s'apprivoiser. À l'extérieur, le vrombissement d'un moteur noir stationné sous les fenêtres du Marais confirmait leurs craintes. Le passé n'était plus une ombre,
il était une menace de chair et d'acier. Les héritiers de la corruption, ces géants de la technologie qui avaient bâti leur fortune sur les mensonges de 1955, savaient désormais que la boîte en fer blanc était ouverte. Théo sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe. Il regarda Éléonore. Elle n'avait pas peur. Au contraire, une flamme nouvelle, une sorte de jeunesse retrouvée, brûlait dans ses yeux délavés. Elle posa sa main fine sur l'épaule du jeune homme et murmura « Théo, la vérité est comme l'eau d'un barrage. Une fois qu'une fissure apparaît, rien ne peut l'empêcher de tout emporter. Ne fuyons pas, utilise tes outils, fais hurler ces murs que j'ai trop longtemps regardés en silence. » C'est ainsi que commença l'opération la plus audacieuse de l'histoire moderne de Paris. Théo ne se contenta pas de publier des documents. Il utilisa ses contacts dans le milieu du street art et de la technologie underground. Tandis que les hommes de main commençaient à frapper à la porte de l'immeuble, Théo et Éléonore s'échappèrent par les toits, un labyrinthe de zinc et de cheminées qu'Éléonore connaissait par cœur pour l'avoir exploré dans sa jeunesse. Voir cette femme de 78 ans, drapée dans son élégance habituelle, enjamber les corniches avec une détermination de lionne, était un spectacle que Théo n'oublierait jamais. Ils se rendirent à la place de la République. Dans le ciel nocturne de 2026, des centaines de drones, coordonnés par le réseau de Théo, commencèrent à s'élever. Ce n'était pas un simple spectacle de lumière. Dans un balai millimétré, les drones projetèrent sur les façades des ministères et sur le bitume de la place les preuves irréfutables du détournement de fonds. Les signatures, les plans originaux de l'architecte et surtout les lettres d'amour et de douleur qui racontent la trahison. Imaginez la scène. Des milliers de Parisiens, leurs téléphones à la main, s'arrêtant net. Le monde entier basculant dans une réalité où le passé venait demander des comptes au présent. Et au centre de ce chaos magnifique, il y avait Éléonore. Théo lança un live stream mondial. Il pointa la caméra vers elle. Pour la première fois depuis 70 ans, le monde voyait le visage de la justice. Elle ne trembla pas. Sa voix, claire et portée par une émotion que les réseaux sociaux n'avaient jamais connue, résonna dans les haut-parleurs de la ville. Elle raconta l'histoire de l'homme qu'elle aimait, le grand-père de Théo, et comment la soif de pouvoir de quelques familles avait détruit une vie et sali un nom. Si vous aussi, vous avez déjà ressenti cette chair de poule devant une injustice enfin réparée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est pour des moments comme celui-ci que nous racontons ces histoires. À cet instant précis, sur la place de la République, le pouvoir changea de camp. Les serveurs des grandes entreprises visées furent submergés par la colère populaire. Les actions en bourse s'effondrèrent en quelques minutes. La vérité n'était plus une option, elle était devenue une exigence nationale. Mais le plus grand bouleversement ne fut pas politique. Dans la foule, Théo vit des gens pleurer. Il réalisa que son art n'était plus seulement de la peinture sur un mur, mais un pont entre les âmes. La police, arrivée pour disperser le rassemblement, finit par baisser les boucliers, captivée par le récit d'Éléonore. Le scandale était trop grand, trop pur pour être étouffé. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. La justice française ouvrit des enquêtes sans précédent. Le nom de la famille de Théo fut officiellement réhabilité, et une plaque commémorative fut posée sur le pont que son grand-père aurait dû construire. Mais pour Théo et Éléonore, la victoire était ailleurs. Elle était dans ce nouveau lien, cette amitié improbable qui défiait les statistiques et les préjugés. Libérée de son secret, Éléonore ne s'éteignit pas. Au contraire, elle sembla renaître. Elle quitta son sanctuaire de soie du Marais. Elle vendit les quelques objets de valeur qu'elle possédait et acheta un vieux van que Théo, avec ses mains de bricoleur, transforma en un atelier mobile. Ensemble, ils quittèrent Paris. Ils prirent la route vers le sud, vers cette Provence où la lumière est si particulière qu'elle semble bénir ceux qui la regardent. Imaginez cette vieille dame élégante, assise sur le siège passager, les cheveux au vent, riant des blagues de Théo tandis qu'il traversait les champs de lavande. Pour Éléonore, ce n'était pas une fuite. C'était son premier véritable voyage. Elle apprit à Théo à apprécier le silence des collines, la saveur d'un vin partagé au coucher du soleil et l'importance de prendre son temps dans un monde qui court après des mirages numériques. Lui, il lui apprit à utiliser une tablette pour dessiner ses souvenirs, à redécouvrir la ville à travers l'objectif d'une caméra,
et à comprendre que sa sagesse était le trésor le plus précieux qu'il ait jamais trouvé. Leur voyage s'arrêta à Lyon pour une dernière œuvre symbolique. Sur un mur immense dominant la Saône, Théo peignit sa fresque la plus célèbre. On y voyait deux visages. Une jeune femme de 18 ans, pleine d'espoir, et une femme de 78 ans, pleine de paix. Leurs mains se rejoignaient pour tenir un plan d'architecte qui se transformait en colombe. La légende, écrite en lettres d'or, disait simplement « Le temps n'efface pas la vérité, il la mûrit ». Éléonore s'éteignit quelques mois plus tard, un soir de fin d'été, dans une petite maison entourée d'oliviers. Elle partit avec le sourire de ceux qui n'ont plus rien à cacher, la main dans celle de Théo, qu'elle considérait comme le petit-fils que la vie lui avait enfin offert. Elle n'était plus la gardienne d'un secret, elle était devenue une légende urbaine, le symbole que la dignité humaine finit toujours par triompher des ténèbres. Théo, lui, n'est plus le même homme. Il n'est plus ce jeune graffeur cynique qui cherchait la gloire éphémère d'un like. Il est devenu un passeur d'histoire, utilisant son talent pour déterrer les vérités oubliées et donner une voix à ceux que la société ignore. Chaque fois qu'il peint, il sent la présence d'Éléonore à ses côtés, lui rappelant que chaque mur a une âme et que chaque secret mérite d'être entendu, pourvu qu'on ait le courage de frapper à la bonne porte. Selon vous, est-il préférable de mourir avec un secret pour protéger les autres, ou de tout risquer pour une vérité tardive? Si vous étiez à la place de Théo, auriez-vous aidé cette voisine mystérieuse malgré les risques immenses? Dites-le moi en commentaire, je lis chacun de vos messages. Cette histoire nous prouve que la jeunesse n'est pas une question de date de naissance, mais une question d'audace. Théo a apporté sa vigueur à Éléonore, et elle lui a offert une profondeur qu'aucun algorithme n'aurait pu lui donner. Ils se sont sauvés mutuellement de la solitude du siècle. Parfois, le plus grand trésor de votre vie ne se trouve pas au bout du monde, mais juste derrière la porte d'en face, attendant simplement que vous osiez briser le silence. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits qui changent notre regard sur le monde. La vérité est là, quelque part, prête à éclater. Il suffit d'un peu de courage pour la laisser briller.